Nous parlerons aujourd'hui, oui, de neutralité du net, oui, de fiscalité numérique, oui, de cet accord entre Google et les éditeurs de presse, également des ondes électromagnétiques. Et encore, il y aurait bien d'autres dossiers à évoquer avec vous. Ces dossiers qui arrivent nombreux sur votre bureau, Madame la ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin. Bonjour à vous, donc. Bonjour. Alors, dossiers qui arrivent, qui se multiplient avec, bien sûr, les tensions, les critiques qui vont avec. Il faut savoir que pour vous aider dans votre tâche, il y a un tout nouveau Conseil national du numérique qui a été nommé avec pour mission de travailler, entre autres, sur une feuille de route numérique que le gouvernement doit présenter à la fin du mois. Les dossiers sont nombreux, on le dit. Ils soulèvent tous, d'ailleurs, plus ou moins les mêmes questions. Et la même question, les mêmes enjeux. Comment réguler l'économie numérique? Comment écrire une loi? Faut-il passer par l'application de lois pour protéger ou non, par exemple, la neutralité du net? De lois pour, oui ou non, taxer les géants du net? C'est Google, Amazon, Apple, Facebook qui s'enrichissent avec les données, mais qui échappent à l'impôt. Et le risque, alors, est de pénaliser, comme on dit souvent aussi, l'innovation du coup des start-up françaises. Voilà, pour répondre à toutes ces questions et faire le point sur les projets du gouvernement, c'est avec vous que nous allons le faire, Fleur Pellerin, et en compagnie de la rédaction et Ludovic Piétenu, qui tout d'abord dresse, pour ceux qui encore ne vous connaîtraient pas complètement et qui ne vous suivraient pas sur Twitter, votre portrait. Oui, rapidement, Marc, c'est l'énarque que nous avons quand même devant nous, mais qui n'a pas le look de cette haut fonctionnaire. En fait, on n'a pas Claude Guéant, par exemple, en face de nous ce matin, diplômé de l'ENA, donc en 2000. Les énarques ne ressemblent pas à Claude Guéant. Avant cela, l'ESSEC, une école de commerce, et puis Sciences Po. Vous êtes rattaché à la Cour des comptes, encartée au Parti socialiste, mais pas militante apparatchik, d'appareil classique. Loin de là, vous êtes dans ce gouvernement la seule ministre que l'on peut qualifier comme issue de la société civile, et en même temps, tout entière depuis longtemps dévouée à la chose publique et politique. Vous étiez dans l'équipe des plumes de Lionel Jospin en 2002. Beaucoup de notes rédigées à ce moment-là, quelques discours, mais on sait comment s'est soldée l'élection pour ce candidat. En 2007, vous aviez en charge de répondre dans l'équipe de Ségolène Royal à toute la presse spécialisée, toutes ces interrogations parfois un petit peu assez énigmatiques, tellement elles sont spécialisées. Notons votre engagement associatif aussi au sein du club 21e siècle dès 2007. Là, vous côtoyez Rachida Dati, Ramayad, avant d'en prendre la présidence. Et puis, dans l'équipe de campagne de François Hollande, c'est à l'été 2011 que tout commence. Il veut que vous participiez de manière visible à la campagne. Il y avait même une rumeur à votre sujet concernant le porte-parole qui ce n'est pas fait. On peut rappeler votre naissance en Corée du Sud, votre adoption à l'âge de 6 mois, et ce qui nous amène à la question d'actualité, avec ce débat parlementaire sur le mariage et l'adoption. Pour tous, vous, en tant que enfant adopté, comment vous regardez ce débat ? Moi, je ne regarde pas du tout ce débat déjà en tant qu'enfant adopté. Je regarde ce débat en tant que citoyenne. Bonjour. En tant que citoyenne et en tant que membre du gouvernement. Donc, je pense que mon histoire personnelle n'intervient pas du tout dans la façon dont je regarde ce débat. Moi, je considère sur le fond que c'est... Parce que les histoires personnelles sont beaucoup invoquées, notamment sur les bancs de l'opposition depuis 5 jours. Oui, mais je pense qu'en tant que personnalité publique ou en tant que membre du gouvernement, on n'a pas à faire intervenir ce genre de considérations. Moi, sur le fond, je trouve que c'est quand même un débat qui témoigne bien du rôle que peut jouer encore la gauche dans une démarche de progrès, qui est un progrès social. On a beaucoup de réformes économiques en cours, on a beaucoup de mesures économiques en cours, mais je trouve que ce débat arrive bien aussi pour montrer de quelle manière nous souhaitons, en tant que force politique, mettre en cohérence le droit avec l'évolution de la société. Donc je trouve que c'est un beau débat. Vous êtes pour le mariage, pour l'adoption ? Oui, absolument. Et pour la PMA ? La PMA viendra dans un second temps. Vous savez bien que, comme l'a dit le Premier ministre, il y a eu un processus un petit peu plus long qui passe par la saisine d'un comité consultatif national d'éthique, qui est consultatif bien sûr, mais dont les conclusions seront écoutées avec attention par le gouvernement. Et consultatif ou écouté avec attention ? Les deux, ça va ensemble. Il est consulté et son avis sera écouté avec attention. Non, il est consultatif, donc le gouvernement n'est pas lié, bien entendu, mais en tout cas, c'est un conseil qui sera évidemment écouté et entendu. Et puis ensuite, il y aura cette loi sur la famille dans le cadre de laquelle sera discutée éventuellement une disposition relative à la PMA. Là, pour l'instant, on est dans un débat qui concerne surtout le mariage et l'adoption, et ça, je crois que ce sont moi, je considère que ce sont des avancées sociales, sociétales, majeures.
Donc on dit tout de même que par moment le gouvernement il va un tout petit peu parfois en désordre et en décalage en liant des dossiers qui ne devraient pas être liés, qui n'auraient pas dû être liés, qui sont tout de même liés. C'est-à-dire qu'on voit bien comment la GPA avec la circulaire de Madame Taubira a créé beaucoup d'émoi et comment d'autres disent qu'au fond ce mariage pour tous c'est une manière déguisée d'aller plus avant encore dans justement la question de la PMA ou donc de la GPA. Est-ce que vous estimez par moment que tout le monde parle un peu trop peut-être et qu'il aurait fallu être efficace et ne se concentrer que sur le mariage pour tous? Peut-être que le calendrier n'était pas idéal, mais en même temps, il y a eu beaucoup de confusion, je crois, sur cette circulaire qui est une circulaire qui concerne la gestation pour autrui, pour les enfants qui sont nés à l'étranger. Donc, c'est vraiment très spécifique. C'est une circulaire administrative qui est à destination des greffiers, donc qui travaillent dans les tribunaux, pour que certains enfants qui étaient en situation d'inégalité par rapport à d'autres enfants nés sur le territoire français, mais de parents français, puissent accéder à un acte d'état civil. Donc, c'est pas une reconnaissance, c'est pas une légalisation de la GPA. On peut ne pas douter de la bonne foi du gouvernement, mais il y a quand même une concomitance de faits où on a l'impression quand même que ce gouvernement, Libé d'ailleurs est complètement à côté de la plaque ce matin. Gentil de critiquer les collègues. Oui, non, c'est pas très gentil, mais il titre la fin des couacs. Alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a ce genre de couac ne cesse de se répéter. C'est le Premier ministre quand même. Ils ont fait la une avant. Qui se tire une balle. Ils ont fait la une avant que le Premier ministre parle du Cambodge. Oui. Non, mais je crois que le Premier ministre s'est exprimé sur le calendrier. On n'est pas sur des couacs de fond. Enfin, j'utilise couac pour reprendre votre expression, mais on n'est pas sur des divergences de fond. On est sur un petit écart d'appréciation sur le calendrier. Et c'est un calendrier qui est un calendrier parlementaire, vous le savez bien, avec les consultations d'un certain nombre d'organismes. Voilà, on n'est pas en désaccord sur le fond des choses. Et ce qui compte, c'est quand même le fond des choses plus que le process. La ministre des PME, de l'innovation et de l'économie numérique que vous êtes, a-t-elle un petit avis, cela dit, sur les débordements que ces débats ont sur Twitter, qui ont même provoqué, je crois, dans la nuit de vendredi à samedi, une interruption de séance, parce que tout ce que ne peuvent pas dire les députés à haute et intelligible voix dans le micro, le disent sur Twitter. Du coup, c'est quand même répété ici à haute voix, et ça fait des incidents parlementaires. Oui, c'est vrai que c'est très amusant de voir la manière dont les réseaux sociaux sont devenus le off un peu du Parlement, ou d'autres instances d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est devenu un espace de délibération, pas toujours très mesuré et qui n'a pas les mêmes codes que les codes qu'on respecte dans la vie réelle, donc c'est ça qui est amusant. Parfois, c'est vrai que ça dérape un petit peu, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette caisse de résonance ou cet espace où on estime avoir davantage de liberté pour s'exprimer que dans les enceintes plus traditionnelles. Alors les ministres tweetent aussi, et vous-même d'ailleurs, vous êtes sans doute très obligé par votre fonction de tweeter, Fleur Pellerin. Et voici le tweet tombé sur votre compte Twitter il y a 2 jours. Heureuse de l'accord historique, Google Press, un bel exemple d'intégration constructive dans l'écosystème local. Vous trouvez ça clair, vous? Ce que traduit les échos d'aujourd'hui, je vous le concède. Ce que traduit les échos d'aujourd'hui, Google et les éditeurs de presse enterrent l'âge de guerre. Mais c'est vrai que c'est pas très facile en 50 signes, hein. C'est pas un exercice très facile. C'est pas très facile. Bon, mais alors, non, mais ça dit explication de texte. Alors, exemple d'intégration constructive dans l'écosystème local. Vous savez bien qu'en ce moment, Google, et d'ailleurs c'est ce qui est titré dans les échos, Google est quand même un peu sous pression. Sous plusieurs angles. Un angle fiscal, l'angle des contenus, on va dire, c'est-à-dire que l'entreprise est quand même très sollicitée par la presse, on l'a vu, on a vu la manière dont ça s'est soldé la semaine dernière, mais également par la musique, avec les accords entre la SACEM et YouTube qui n'arrivent pas à se conclure, avec les producteurs qui réclament aussi à leur tour une redevance ou une participation de Google au financement de la création. Il y a aussi un sujet devant la Commission européenne avec un certain nombre de contentieux qui ont été ouverts pour abus de position dominante. Vous avez des litiges également, ou en tout cas des demandes très fortes de la part de la CNIL pour une meilleure protection des données personnelles. Donc en ce moment, et ce sujet n'est pas que français, c'est ça qui est important, c'est un sujet qui est européen et même américain. Donc toute cette pression commence à monter et je pense qu'elle a conduit aussi Google à s'interroger sur la manière dont l'entreprise s'insère dans les écosystèmes locaux, donc dans les traditions et dans les économies des pays dans lesquels Google réalise des bénéfices, en franchise d'impôt, on peut dire pour le moment. Donc je pense que cet accord est important, non pas parce qu'il règle tous les problèmes que je viens de citer, loin de là, il règle une partie des problèmes et tous les autres continuent à être traités, notamment par le gouvernement. Alors un accord, il faut juste en dire 2 mots parce que toutes ces questions sont toujours complexes, mais tout de même, c'est un fonds de 60 millions d'euros qui est donc abondé
privé par Google qui sera créé pour financer les projets numériques de la presse. Mais du coup, certains disent c'est juste une obole, 60 millions pour Google sur le 1,5 milliard de chiffre d'affaires qu'ils font annuellement en France. Ça n'est pas grand-chose. Et surtout, après tout, ça ne réglera rien parce que c'est un one-shot. Et est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu du coup avoir une vraie loi contraignante pour Google? Je crois que le problème de la loi, c'est qu'elle est, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Ludovic dans sa chronique. Je crois qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est qu'il est très difficile de territorialiser les revenus et les bénéfices de ces entreprises. Et donc, on peut faire des lois, mais encore faut-il après avoir les moyens de recouvrer un impôt ou une taxe. Or, pour aujourd'hui, c'est ça qui est très compliqué, et c'est là-dessus que nous réfléchissons dans le cadre du travail que nous faisons sur la fiscalité numérique. Oui, ça ne règle toujours pas le contentieux qu'il y a entre Google et la France sur les impôts. Ce sont des choses qui sont absolument distinctes. L'accord prévoit deux choses. Il prévoit un volet commercial avec un accord de partenariat commercial qui aidera les sites de presse en ligne et les sites de presse de manière générale à mieux valoriser leur contenu et à générer davantage de recettes publicitaires. Donc ça, c'est le premier volet de l'accord. Pour Google, des recettes publicitaires. Ah non, des recettes publicitaires pour les sites de presse. Et au passage, Google s'invite via des annonces. Google est responsable de 30% du trafic qui est dirigé vers les sites de presse. Donc c'est une source potentielle de revenus pour les sites de presse. C'est du gagnant-gagnant là pour le coup. Donc ce sont des accords commerciaux qui seront producteurs de revenus pour les sites de presse. Et pour Google aussi, bien sûr, parce que c'est une pour Google, en revenus publicitaires. Pour les deux. Plus élevé que 60 millions d'euros, non, du fonds qu'ils avaient. Pour les deux, on verra. Ça dépendra du trafic et de la manière dont les sites arrivent à produire, à générer des revenus publicitaires à partir de leur propre site. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est effectivement un fonds de 60 millions. On parle de sites de presse qui sont quand même déjà bien fréquentés, sur lequel il y a un trafic déjà important. Oui, mais pour l'instant, la grande réclamation de la presse regroupée au sein de l'IPG, c'était bien de dire nous ne générons pas suffisamment de revenus publicitaires pour avoir des modèles économiques viables. Et donc, aidez-nous à faire à davantage monétiser le trafic qui passe sur nos sites en générant davantage de revenus publicitaires. Et c'est ça que Google, dans la partie commerciale de l'accord, s'engage à faire en mettant à disposition ces plateformes publicitaires et puis également un peu de conseils pour mieux valoriser les espaces publicitaires. Et puis par ailleurs, il y a ce fonds qui effectivement est un fonds de modernisation ou de transition numérique de la presse, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais l'idée c'est de subventionner des projets qui seront portés par des éditeurs de presse et qui auront vocation, ces projets, à faire en sorte que les sites accélèrent leur mutation numérique, accélèrent leur transition. Donc c'est vraiment une aide à projet. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que il ne s'agit pas d'une subvention pour régler un problème de trésorerie passager. C'est vraiment sur le fondement d'un projet qui a vocation à générer des revenus à moyen ou long terme que seront appréciés les projets et que les décisions de financement seront prises. Est-ce qu'on n'est pas, cela dit loin, est-ce qu'on n'est pas plutôt tout près d'un conflit d'intérêts? Les éditeurs de presse en question vont siéger aussi à ce board pour sélectionner les projets à financer. Oui, mais ils ne seront pas majoritaires. Le Conseil sera très transparent et je pense que la manière dont sont prises les décisions sont transparentes, sera transparente. Les critères seront définis en amont et ce Conseil comportera 3 personnalités indépendantes, un représentant de la presse, un représentant de Google, d'après les accords provisoires qui ont été passés. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de... Bon, alors, il y a des heureux, mais il y a des déçus tout de même et qui sans doute réclameront aussi pourquoi des titres tels que Voici, Elle ou L'équipe ne font pas partie de l'accord. Parce qu'au départ, ils n'ont pas réclamé. Cette demande a d'abord été portée par la presse IPG. Donc, c'est la médiation que le gouvernement a mise en place était entre la presse IPG et Google. Et par ailleurs, on sait bien que certains titres sont plus en difficulté économique que d'autres. C'est le cas de la presse IPG. Les magazines People ou de divertissement ont moins de problèmes économiques y compris dans leur mutation numérique. 8h16, nous disons un grand bonjour bien sûr à Brice Couturier, souffrant, qui ne sera pas avec nous cette semaine. On lui souhaite bien sûr de se reposer et de se rétablir au plus vite. Alors Flore Pellerin, nous évoquions en première partie ce fameux accord, Google et les éditeurs de presse. Les Échos disent aujourd'hui donc les éditeurs de presse et Google enterrent la hache de guerre. De nombreuses questions tout de même continuent de se faire jour et notamment l'idée tout de même que le texte de cet accord demeurerait secret. Mais qu'y a-t-il donc à cacher ?
Fleur Pellerin. Pour l'instant, il est secret parce qu'il n'est pas définitif. C'est un protocole d'accord et donc l'accord définitif va être signé vraisemblablement dans les jours qui viennent ou au plus tard la semaine prochaine. Donc il fallait bien stabiliser les modalités de gestion du fonds, la gouvernance du fonds, etc. Donc il y avait encore quelques petites choses à ajuster. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, il est secret, mais bientôt il sera connu du public. Alors annoncé comme une bonne nouvelle, tout de même d'autres questions se posent. Pourquoi est-ce donc François Hollande qui est à la manœuvre dans cette histoire et qui traite avec, au fond, le patron de Google comme s'il traitait avec un chef d'État, alors que le patron de Google, c'est un commerçant? Vous savez, François Hollande, le président de la République, ne voit pas que des chefs d'État dans la journée. Il rencontre aussi des acteurs économiques et il a reçu Eric Schmidt en tant qu'acteur économique important de l'écosystème. Hein. J'emploie ce mot parce que c'est celui qu'on emploie dans l'économie numérique beaucoup. Donc un acteur important de l'économie numérique. Et c'est pour cette raison qu'il l'a reçu aussi parce que c'est un accord qui marque une première. Hein. Il y a l'accord qui a été signé avec les éditeurs de presse belges, par exemple. C'était un accord de partenariat commercial, mais il n'y avait pas ce fonds de modernisation. Donc je crois que c'est un signal qui est quand même important, qui montre une certaine forme de bonne volonté de la part de Google. Alors certains y voient tout de même qu'au fond, aujourd'hui, l'État, grâce à cet accord, se substituerait, au fond, peut-être aux aides habituelles et nombreuses que l'État donne à la presse et, au fond, la délèguerait, une part de ces aides-là, en les laissant, au fond, à une société privée, Google. Et ainsi, certains voient au fond une sorte de privatisation rampante, annoncée des aides de l'État vers la presse, Fleur Pellerin. Ce n'est pas du tout le cas, ce n'est absolument pas le cas. C'est un accord privé donc entre l'IPG et Google. Google, je pense, envisage ce fonds comme une forme de responsabilité sociale de l'entreprise. Ça n'a absolument rien à voir avec les négociations qui peuvent exister sur les aides publiques. Les aides de l'État à la presse, ce sont des sujets totalement distincts qui n'ont rien à voir. Donc ce n'est certainement pas un fonds qui se substitue aux aides publiques à la presse ou aux aides à la presse versées par l'État. Sylvain Kahn ? Oui, mais sur le fond, cet accord ne change pas, me semble-t-il, le business model de la presse. Or, c'est quand même ça, le problème de l'adaptation de la presse à l'économie numérique, c'est un problème de business model. Donc, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment est-ce que le gouvernement et vous allez mesurer dans le temps, disons, l'impact, l'efficacité, la validité de cet accord? C'est-à-dire, quels sont vos critères, quels sont vos indicateurs d'évaluation et sur quelle durée vous vous placez? Parce que, comme le rappelait Marc Voinchet tout à l'heure, 60 millions d'euros pour Google, c'est l'épaisseur du trait de son chiffre d'affaires en France. Oui, alors vous avez raison. Je pense que la principale problématique qui se pose aujourd'hui à la presse, c'est l'adaptation de son modèle à l'économie numérique et aux nouveaux modes de consommation et d'accès à l'information. On voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, que ce n'est pas un problème qui se pose uniquement en France. Beaucoup d'entreprises de presse se posent cette question-là. Et les seuls titres qui, pour l'instant, réussissent à rentabiliser leur modèle en ligne sont des titres qui ont une très, très grande audience, comme le New York Times ou le Financial Times, par exemple, plutôt anglo-saxons, pour avoir une audience mondiale, et qui ont une marque très forte. Donc les journaux français sont aussi, c'est plus difficile parce que l'audience est linguistiquement plus limitée. Et donc c'est vrai que la principale question qui se pose, le principal défi, c'est d'adapter ce modèle, de trouver un modèle économique viable sur le long terme. Le Monde.fr y arrive plutôt pas trop mal pour l'instant, même s'il y a des questions de comptabilité analytique, de savoir si on impute les charges fixes sur le résultat, mais globalement on s'en sort plutôt pas trop mal. Il y a quelques pure players, des médias uniquement en ligne qui s'en sortent bien avec des modèles d'abonnement. Il faut Mediapart par exemple. Oui. Donc il faut aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises de presse trouvent de nouveaux modèles en innovant, en inventant des choses avec des abonnements, des formules à la carte, du gratuit et du payant, ce qu'on appelle du freemium. Mais est-ce que le gouvernement a une politique pour les aider à ça, justement? Parce que comme l'accord avec Google est présenté comme un peu, on va dire, le grand levier de la politique publique du gouvernement, non, l'accord avec Google n'est pas un levier de politique publique. Encore une fois, l'État est intervenu uniquement pour proposer la médiation et aider les parties à s'entendre. Mais c'est un accord qui est privé. Moi, ce que je trouve intéressant à titre personnel dans cet accord, c'est que, justement, les fonds du fonds Google seront utilisés pour des projets de modernisation. Et donc l'idée, c'est bien d'aider les entreprises à réfléchir à leur modèle économique et aussi à des innovations, y compris technologiques, pour essayer de trouver ce modèle économique qui aujourd'hui est encore un peu incertain. Donc c'est vraiment des aides à projet et qui mettront un accent très fort sur les nouvelles technologies et sur l'innovation et sur la transition numérique. Stéphane Rosès. Madame Fleur Pellerin, ça fait maintenant plusieurs années que vous travaillez sur le numérique. Vous faites partie de la
la jeune génération des ministres. On comprend la philosophie qui anime le président de la République de vouloir monter en première ligne. Il y a une nouveauté dans cet accord, mais c'est aussi peut-être la marque du politique, de son souhait de montrer une forme finalement de souveraineté au-delà de l'aide. Mais est-ce que vous n'êtes pas frappé à observer les Français du paradoxe suivant? Les Français se déploient dans le numérique, ils se déploient dans le monde, dans l'espace, dans le temps, au travers de cet outil qu'est le numérique. Nous sommes les mieux équipés en Apple, nous sommes les seconds après les Américains en termes d'innovation des applications, par exemple sur les mêmes produits Apple. D'où vient cette contradiction des Français entre le fait qu'ils se déploient finalement sur le numérique et ce pessimisme national? Ou bien, on peut dire les choses différemment, comment se fait-il que le numérique dont vous avez la charge ne soit pas mieux mis en avant quant à l'action gouvernementale en termes de chantier positif qui montre que les Français se mettent en mouvement? Vous avez par exemple d'autres grands chantiers comme l'équipement des territoires en haut débit. Qu'est-ce qui explique cette difficulté de valoriser un talent français en matière d'innovation, une rapidité des Français à se déployer sur le numérique dans ce climat général de marasme et de pessimisme moral qui anime notre pays? Fleur Pellerin. Je crois qu'il y a moi je vois deux raisons à cela. Premièrement, c'est l'absence de politique en matière de numérique pendant de nombreuses années. On a un peu raté au cours des 5 dernières années ce tournant numérique, et je pense qu'on a appréhendé Internet, le numérique uniquement par le prisme réducteur d'Internet et des réseaux sociaux, en considérant que Internet c'était un peu un monde où il y avait des pirates, des pédophiles, etc. Et donc c'est une vision un petit peu réductrice du potentiel de l'économie numérique que j'essaye d'inverser maintenant, mais depuis quelques mois seulement. L'autre raison, c'est aussi qu'effectivement, on a peut-être une tendance un peu franco-sceptique. On a beaucoup parlé du French bashing ces derniers temps, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à regarder ce qui ne va pas en France plutôt que ce qui va bien. Et vous avez raison de le dire, la France est le 2e pays producteur d'applications sur iPhone, par exemple. Est-ce qu'on ne le sait pas? Peu de gens le savent. Mais les ingénieurs français sont ceux qui développent le plus d'applications après les Américains. Et pourtant, on n'a pas des pays de taille comparable. Donc, on a des très bons ingénieurs, on a les meilleurs développeurs, on a les meilleurs designers, on est très très bon dans l'animation 3D, on est très bon dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on sait relativement peu. Alors moi, j'essaye de mettre en avant des success stories et de mettre en avant les secteurs qui marchent bien. Je crois que c'est important qu'on développe, et c'est la raison pour laquelle je travaille d'ailleurs sur un grand quartier numérique à Paris et puis après dans les territoires. Je crois qu'on a besoin d'une tête de pont et d'une vitrine pour exposer ces succès. Je crois que la proximité géographique et le fait de rassembler dans un même lieu des success stories, des startups qui marchent, des startups innovantes, va permettre de mieux valoriser à l'étranger ce que nous savons faire, la French Touch. C'est pour quand cette vallée numérique? Bientôt. Bientôt. Alors, dernier petit chapitre avant d'arriver à la neutralité du net sur les accords Google. Les Échos d'aujourd'hui toujours qui font un travail de dossier formidable, et pour évidemment gratter là où ça fait mal, Fleur Pellerin, vous savez comment on est, font part des réactions mitigées à l'étranger. En Grande-Bretagne, par exemple, le Financial Times juge pour sa part que sur cet accord, l'Allemagne, elle, s'est lancée un défi plus difficile en décidant de légiférer pour obliger les agrégateurs comme Google à demander l'autorisation d'indexer les sites des journaux et des extraits d'articles. C'est-à-dire, au fond, les Allemands ne lâchent pas la pression sur la menace éventuellement d'une loi. Est-ce que nous, au fond, la menace d'une loi, telle que François Hollande l'avait dit, pour contraindre Google à un accord, elle a marché, certes, mais est-ce qu'après tout, il n'aurait pas fallu continuer à exercer cette menace de loi pour peut-être aller un cran plus loin, comme auraient aimé le faire ou comme semblent vouloir le faire les Allemands? On verra ce que va donner la loi allemande. Moi, je suis assez sceptique sur le résultat que cela va avoir, parce que c'est une loi, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui est très elliptique. Elle dit juste que les éditeurs de presse n'ont pas le droit d'empêcher un site, un agrégateur de contenu d'exposer les contenus, mais qu'en échange de ce droit, elles doivent négocier de gré à gré des accords permettant une rémunération de la mise en ligne des contenus. C'est très, très, très elliptique. Et donc, ça place évidemment Bertelsmann en bien meilleure position qu'un petit pure player qui aura à négocier de gré à gré avec Google. Et ensuite, le contenu même et le montant des redevances ou du droit qui sera payé par Google n'est pas fixé par la loi. Donc ça pourrait être quelque chose de très bas, par exemple. Et en plus, cette loi n'a pas encore été votée par le Bundestag. Elle n'est pas encore votée. Voilà, donc finalement, nous avons au moins un résultat qui est tangible, qui est en... Et la menace de la loi à payer.
Et je pense que c'est pas uniquement la menace de la loi. Ça a bien sûr joué, mais il y a cet ensemble de circonstances que j'évoquais tout à l'heure, la pression sur les données personnelles, sur la fiscalité, sur les abus de position la procédure pour abus de position dominante qui est en cours devant la Commission européenne. Je pense que tout ça crée un contexte qui est favorable pour une fois à la négociation, à la position de négociation de l'État. Voilà, et puis vous lirez aussi dans le point.fr les commentaires de Louis Dreyfus, président du Directoire du Monde, qui dit au fond quand même que l'accord avec Google comporte de bonnes choses, mais qu'il ne sauvera pas la presse. Certes, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à la presse aussi de réinventer ses modèles. Voilà, donc là c'est un apport bienvenu, mais bien sûr ça ne résout pas tout. Alors, autre chapitre important sur vos épaules, Fleur Pellerin, la neutralité du net. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, la neutralité du net. Alors, la neutralité du net, c'est un concept qui a été développé par des théoriciens américains et qui signifie que sur Internet, le réseau des réseaux, chaque utilisateur final doit avoir accès sans discrimination au même contenu que les autres. Donc c'est un concept qui n'est pas juridique, qui est plus, qui correspond plus à la philosophie de l'Internet, très libertaire, très des années 70-80 en fait. Libre, la liberté. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, etc. Et qui dit qu'on ne peut pas, les opérateurs en particulier, ne peuvent pas discriminer ni les contenus, ni les personnes, les récepteurs en bout de chaîne, en fonction du prix, en fonction du débit, etc. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas toucher au robinet. Ils ne doivent pas toucher au robinet. Voilà. Tout doit passer. Tout doit passer et arriver de l'origine au destinataire sans discrimination. Alors, en quoi cette neutralité du net est-elle menacée? C'est parce qu'on constate tout de même qu'il y a des opérateurs qui, selon tel ou tel forfait, justement, pèsent, obèrent sur cette fameuse liberté, on va dire, de la circulation numérique. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet économique et un sujet de liberté publique. Les deux sont liés. Mais le sujet économique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des prestataires de services. C'est comme ça qu'on les appelle dans le code. Donc, par exemple Google ou par exemple YouTube, on va dire. Voilà. Enfin, qui utilisent énormément de bandes passantes et qui, du coup, utilisent les réseaux et les infrastructures développées par les opérateurs de télécom ou les fournisseurs d'accès à Internet et les contraignent à accroître leurs bandes passantes, leurs infrastructures, ce qui entraîne des coûts de maintenance, donc en envoyant toujours plus de données sur les réseaux, mais sans jamais payer pour ce transit, pour ce trafic. Et ça pose un problème parce que vous avez aujourd'hui des opérateurs qui doivent réaliser des investissements, qui doivent payer des coûts de maintenance, et qui, pour des prestataires ou des sites qui envoient énormément de données, mais qui ne contribuent pas du tout, enfin qui ont un comportement de passager clandestin, si vous voulez. Il n'y a pas de principe de pollueur-payeur, et donc plus on utilise la bande passante, quelqu'un qui utilise beaucoup de bandes passantes n'a pas une incitation économique à réguler son trafic parce qu'il ne paye jamais les conséquences de ce trafic. Et donc c'est ça la difficulté, et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce problème entre Free et Google. C'est un exemple. YouTube. Ouais. C'est un exemple, c'est parce que YouTube envoie des vidéos en très très bonne qualité sur les réseaux, ce qui consomme énormément de bandes passantes, mais ne monétise pas du tout l'utilisation de la bande passante, ne paye pas pour la bande passante, en tout cas ne paye pas à tous les opérateurs. Et donc, il y a évidemment un sujet économique derrière. Aux États-Unis, vraisemblablement, ces accords sont évidemment très confidentiels, mais il y a très vraisemblablement des accords entre certains gros prestataires de services Internet de type Netflix ou YouTube et les grands fournisseurs d'accès à Internet ou les grands opérateurs télécoms que sont AT&T ou Verizon. Il y a vraisemblablement ce qu'on appelle des accords de peering payants, c'est-à-dire le prestataire de service paye aux fournisseurs d'accès à Internet une sorte de droit de passage, un accord de peering, pour utiliser de la bande passante et avoir une très bonne qualité de service sur l'utilisation de la bande passante, parce que ça a un coût. En France, on est au début de ce débat-là.
doit-on payer les fournisseurs d'accès à Internet pour l'utilisation du réseau lorsqu'on est un très très grand consommateur de bande passante et que du coup on risque de dégrader la qualité de service des plus petits sites ou des sites ou des prestataires qui n'ont pas les moyens de payer l'utilisation de la bande passante. C'est toute la difficulté de ce débat. Mais faut-il, comme le proposait Neelie Kroes, commissaire européenne chargée de la société numérique, proposer des créations d'abonnements Internet différents selon les usages, ce qui a été très très vertement et fortement critiqué par de très nombreux observateurs, c'est-à-dire qu'au fond, pour certains, il s'agit de créer une sorte d'Internet un Internet pour riches et un Internet pour pauvres. Vous savez, déjà, des discriminations, il y en a en raison de la fracture numérique. Selon que vous êtes dans une zone de montagne ou en centre-ville, dans une grande agglomération, déjà, vous avez des débits qui sont extrêmement différents. Et pourtant, vous payez le même prix d'abonnement. Donc, déjà, cette discrimination, elle existe. Et mon travail, c'est d'ailleurs de la résorber, absolument. Puisque le président de la République s'est engagé, c'est son quatrième engagement de campagne, à offrir le très haut débit pour tous à horizon de 10 ans. Donc ça, c'est vrai que c'est un... Le Premier ministre est réintervenu là-dessus du séminaire investissement, oui, bien sûr. Ça fait vraiment partie des priorités parce que c'est un vrai sujet de fracture sociale et économique. Et c'est devenu aussi un enjeu important d'attractivité des territoires. Donc cette fracture numérique sera prioritaire, résorbée, bien entendu, oui. Alors, cette fameuse neutralité du net, il faut savoir qu'il y a déjà des pays qui ont légiféré. Il y a le Chili, les Pays-Bas et maintenant la Slovénie, 3 pays qui ont inscrit la neutralité des réseaux de télécommunications dans leur législation respective, signifiant ainsi leur refus de la moindre discrimination des flux en raison de leur origine, leur destination ou le contenu. Est-ce que la Slovénie, les Pays-Bas et le Chili vont-ils faire jurisprudence quant à, par exemple, aux décisions françaises sur lesquelles planche le CNN, c'est le Conseil numérique? Absolument. Donc c'est vrai que toute la question, c'est de savoir si on inscrit la définition de ce principe qui n'a pas de valeur juridique pour l'instant, c'est juste un principe philosophique, on peut dire, c'est de savoir si on l'inscrit dans la loi, sachant que à chaque fois qu'on inscrit quelque chose dans la loi en matière d'économie numérique, sachant que les modèles évoluent extrêmement rapidement, les technologies évoluent extrêmement rapidement, on court toujours quand même un peu le risque d'être démenti 3 mois après, ou de figer des situations et d'empêcher des développements futurs. Donc moi, je fais très attention à ça. Je suis évidemment... C'est typiquement un sujet de concertation. On va encore dire, le gouvernement fait des missions, des concertations, des tables rondes, mais typiquement... Ça fait 3 ans que ça dure, même, on pourrait ajouter. Oui, il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. Et moi, je salue d'ailleurs la qualité du rapport qui a été fait par Laure de la Rodière, UMP et PS, Laure de la Rodière et Corinne Erel, qui ont fait un excellent rapport sur la neutralité du net. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de voir de quelle manière les instruments juridiques qui existent actuellement, donc sans nouvelle loi, nous permettent de garantir un certain nombre de droits et de libertés associés à ce qu'on appelle la neutralité du net. S'il s'avère que le cadre juridique existant est insuffisant ou pourrait être amélioré, nous en tirerons les conséquences. Mais pour l'instant, nous sommes dans cette phase où nous examinons et pour l'instant, nous n'avons pas des réponses très claires. Donc nous regardons si le cadre juridique actuel nous permet de garantir une forme de neutralité du net et éventuellement de définir ce que l'on entend par neutralité du net en droit. Alors, de Sylvain Kahn, Stéphane Rosès. Oui, on imagine la difficulté, effectivement, d'un point de vue national, de pouvoir tenir un certain nombre de principes. Mais au plan européen, comment se passent les choses? Est-ce que, je dirais, il y a une capacité en amont de la part des différentes nations d'intervenir sur ces dossiers, ou je dirais, est-ce que là aussi il y a, comme au plan politique, plutôt de l'internation ou du communautaire? Quelle est votre stratégie? Je crois que typiquement, l'économie numérique étant totalement dématérialisée, déterritorialisée, c'est évidemment un sujet qui se prête à des discussions internationales, en tout cas européennes au moins. Tout à l'heure on parlait de fiscalité, typiquement la fiscalité, nous cherchons des solutions nationales, mais évidemment c'est un sujet qui doit être abordé au sein de l'Union européenne, même si vous savez bien qu'en matière de fiscalité c'est compliqué parce que les décisions se prennent à l'unanimité, mais c'est typiquement un sujet communautaire. De la même façon, les questions de neutralité, les questions de données personnelles, de protection des données personnelles, tous ces sujets-là sont des sujets qui doivent être traités dans un cadre communautaire et dont nous discutons lorsque nous parlons de l'agenda numérique européen, le Digital Agenda. Oui, évidemment, c'est un sujet pour lequel il est important que nous soyons relativement en phase entre pays de l'Union européenne, parce que des discordances dans les législations créent ensuite des concurrences entre États qui ne sont pas forcément bienvenues.
Sylvain Kahn. Oui. Moi, je voulais vous interroger, Madame Pellerin, sur la question de l'accessibilité aux données. On en a un exemple là, depuis une semaine. Il y a une tribune qui est passée dans Le Monde très récemment qui constatait que dans le domaine de la santé, on a énormément de données en France. On a un appareil statistique extrêmement bien fait, que ce soit à la CNAM ou aux différentes agences nationales, comme celle du médicament, par exemple. Et sans doute que l'une des raisons, qui explique les problèmes dont on se rend compte aujourd'hui avec les pilules de 3e et de 4e génération, c'est que les données sont finalement jalousement gardées par les différents opérateurs, qui sont également, ces producteurs de données. Comment ça se fait en France qu'on ait tellement de mal à rendre accessibles des données? Et là, je prends l'exemple de la santé, mais je pourrais prendre l'exemple des cours en ligne, de l'enseignement supérieur ou même de l'enseignement secondaire, alors que dans certains pays comme les USA, par exemple, il y a une véritable démocratisation, publicité des données, qui fait qu'un certain nombre de problèmes peuvent être évités en amont. Est-ce qu'il y a une politique du gouvernement là-dessus? Fleur Pellerin. Absolument. Je crois que l'ouverture des données publiques, c'est à la fois un enjeu démocratique, d'information, de transparence de l'action gouvernementale, si on parle de données produites par les administrations, mais également une source potentielle d'activité de croissance considérable, qui est sans doute très sous-estimée en France. J'étais à New York il y a quelques temps. Donc les villes aux États-Unis détiennent un certain nombre de données publiques en matière de santé, par exemple, puisque vous parliez de santé. Et la ville de New York a rendu public un certain nombre de données anonymisées, bien évidemment, donc en prenant toutes les précautions nécessaires pour la protection des données personnelles, a rendu public un certain nombre de données qui ont suscité la création de beaucoup d'applications en matière d'épidémiologie, ou même de services aux personnes. Et on voit bien que l'ouverture des données publiques, outre l'aspect de transparence et de démocratie dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi un gisement d'activité. Ça peut créer de l'emploi et des entreprises. Donc moi, j'y suis extrêmement favorable, pour autant qu'on prenne les précautions, évidemment, pour protéger l'anonymat des personnes. Moi, je crois vraiment, il y a beaucoup de pays qui ont rénové leur système de santé de cette façon, qu'on peut à la fois faire des économies de dépenses. Il y a pratiquement 30% des actes de santé aujourd'hui qui sont inutiles, qui sont redondants, ou des prescriptions de médicaments. Donc si vous aviez un dossier, c'est l'arlésienne du dossier médical personnalisé, mais si vous aviez un dossier aujourd'hui qui vous permettait de stocker vos radios, vos scanners, etc., on éviterait énormément de doubles prescriptions d'actes médicaux extrêmement coûteux. Ça ferait faire des économies en termes de dépenses sociales, et puis ça améliorerait le service rendu aux citoyens. Donc je n'y vois que des avantages. Le coup de gueule de Philippe Evin, notamment entre autres sur ces affaires de principe de précaution, mais sur ces affaires de médicaments par exemple, où effectivement il déplorait que toute la question de médecins et de pharmacologie ne soit pas plus mise en réseau, dans la mesure où elles sont extrêmement précises et souvent délivrées par des autorités extrêmement compétentes, ce que vous disiez, Sylvain Kahn. Ah, il n'a pas l'air d'accord. Je ne sais pas, j'interroge la ministre. Il y a quand même un paradoxe derrière cette résistance française à donner accès aux données. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une interrogation sur la capacité de la société civile d'avoir les bonnes grilles de lecture par rapport à ces données? Parce que finalement, on le voit sur la question de la pilule. C'est très bien d'avoir des données. La question derrière, c'est est-ce que le public peut, à partir de ces données de grilles de lecture, bien les interpréter et non pas au contraire surréagir. Et est-ce que derrière justement cette difficulté ça sera pas pire, Stéphane, que quand vous tapez dents de sagesse sur Google, quand vous avez fait une dent de sagesse, que vous avez évidemment les pires données qui soient. Oui, mais donc autant peut-être avoir des choses un peu organisées. Il y a l'idée. Vous prenez par exemple la question de l'INSEE, c'est passionnant. Vous tapez votre maladie sur la barre Google justement et vous arrivera le pire. Oui, mais la question culturelle, c'est que si vous prenez la loi par exemple sur l'INSEE, les statistiques de l'INSEE, la loi dit la réalité. C'est ce qu'en dit l'INSEE au travers de ces chiffres. Et donc, il y a l'idée chez nous qu'il y a des données qui sont sanctuarisées, qui sont celles qui viennent de la puissance publique, parce que dans notre histoire, c'est la puissance publique qui tient ensemble les Français. D'où la grande difficulté de ceux qui produisent des données et qui les centralisent, de les partager, parce que derrière le chiffre, il y a aussi ce qui tient ensemble les Français. Donc, Madame la Ministre, si vous dites les données
on les met en circulation, c'est que vous faites confiance à la société civile pour ensuite aller sélectionner la bonne donnée de la mauvaise donnée sans surréagir. Le professeur Even, il fait un bouquin, non, mais en termes d'interprétation, en termes d'interprétation de qu'est-ce que ça veut dire si sur un médicament, il y a tant de personnes qui sont mortes, sans contrebalancer par qu'est-ce que ce médicament a apporté de positif, sans aller voir seulement une colonne de la donnée, qui est quand ça va pas par rapport à tout ce qu'un médicament a apporté. Monsieur Even là, a joué sur les deux tableaux. Je crois que sur l'ouverture des données publiques, on peut s'attendre à ce que l'exploitation qui en sera faite, en tout cas par les agents économiques, c'est une utilisation positive, c'est-à-dire qui vise à donner de l'information utile, avec derrière éventuellement une utilité économique. Et voilà, je pense que c'est vrai qu'il y a en France, je pense, une espèce de méfiance vis-à-vis de tout ce qui est fichier ou vis-à-vis de tout ce qui est traitement des données, pour des raisons historiques, à la fois demande de transparence et à la fois méfiance sur la transmission de ces données. Et c'est vrai qu'on voit bien au cours des dernières années, avant les élections, on a créé énormément de fichiers et de traitements informatisés de données, mais des dizaines par décret, ce qui, je pense, inquiète quelque part. Et donc, c'est vrai qu'il y a sans doute cette angoisse de voir la donnée utilisée à mauvais escient. Je pense qu'il faut aussi, à un moment, avoir confiance dans la société civile, dans la capacité des agents économiques à utiliser, à faire une bonne utilisation de la donnée libérée. Et puis c'est aussi à l'État de décider quelles données libérer et ce qui pourra avoir une utilité économique et de protéger en revanche celles pour lesquelles ce serait à l'évidence dangereux de les libérer. Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire. Je pense qu'il ne faut pas être arrêté par ce genre de considération parce que on voit bien que les autres pays avancent rapidement sur ces sujets, que ça crée de l'activité, ça crée de l'innovation sociale, de l'innovation technologique. Et je pense que c'est important d'avancer et de ne pas se brider en ayant des craintes qui sont peut-être aujourd'hui un peu dépassées. Oui, c'est ce qu'on appelle notamment les questions qui concernent l'open data. Et où en est, petite question, le développement de l'e-administration ? Alors, elle est en marche. Elle est en marche. Le gouvernement a lancé un chantier de modernisation de l'action publique et dans le cadre duquel, évidemment, l'e-administration aura un rôle important. Ce qu'on disait sur la santé vaut aussi pour l'administration, c'est-à-dire que par la dématérialisation des procédures et par l'amélioration, on peut générer énormément d'économies et en ce moment, on en a bien besoin, comme vous le savez. Donc on a... Mais la RGPP bis est déjà à l'œuvre, donc oui, mais justement, on pourrait en attendre davantage de la part de cette dématérialisation. C'est diamétralement opposé à la RGPP, voilà, dans la mesure où la RGPP, c'était juste de sabrer dans les dépenses de manière assez aveugle et sans études d'impact préalable. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'accélérer la transition numérique des administrations, faire en sorte, par exemple, je parle pour les entreprises, puisque je suis la ministre des PME, mais on s'est rendu compte qu'on demandait aux entreprises, notamment aux PME, qui n'ont quand même pas que ça à faire, d'envoyer, par exemple, la même année, 5 fois le même document pour, des démarches différentes et à différentes administrations. Donc là, on a mis en place une démarche qui vise à faire en sorte qu'on ait une sorte de coffre-fort électronique et que les entreprises puissent n'envoyer qu'une seule fois un document à l'ensemble des administrations qui demandent ce document, au lieu de l'envoyer 5 fois. Voilà, donc il y a toute une démarche sur la simplification des démarches administratives et surtout sur l'accélération de la numérisation, de la transition numérique des administrations. Alors, jusqu'à ce que, justement, François Hollande dise vendredi soir, sur le coup des 18h30, que l'accord Google et éditeur de presse était un événement mondial, vous étiez dans la tourmente, tout de même, Flore Pellerin, avec la question des ondes électromagnétiques. Je note d'ailleurs ce matin que vous avez bien pris soin de ne pas avoir nécessairement votre portable, même éteint, à côté de vous. Les députés socialistes ont voté jeudi une motion de renvoi en commission des affaires économiques pour leur projet de loi écologiste sur les ondes électromagnétiques, une procédure qui équivaut
équivaut pour les écologistes à un abandon pur et simple de cette question, ce problème qui consiste à craindre que l'environnement électromagnétique de nos ondes de Wi-Fi, de portables et autres machines nous soit préjudiciable à notre santé. Ils sont très remontés, vos amis du gouvernement, comme Noël Mamère, interrogé ici par Véronique Reberotte. Cette attitude méprisante est révélatrice d'un problème culturel entre les écologistes et une partie de la gauche traditionnelle, à laquelle appartient Madame Pellerin malgré son jeune âge. C'est la question du progrès et du progrès technique. Madame Pellerin croit dur comme fer au progrès technique sans contrainte. Et donc le principe de précaution, pour elle, il doit être balayé. Et donc ce qu'elle a fait, c'est nous dire: écoutez, vous êtes bien gentils, les écologistes, à vouloir appliquer le principe de précaution sur la téléphonie mobile et la question des ondes électromagnétiques, alors qu'il y a quand même des discussions, y compris au sein de l'OMS, mais nous, on avance. Le réflexe de Madame Pellerin, c'est le réflexe de tous ceux qui nous disent l'économie prime. Et la question, elle est de savoir, est-ce qu'on doit suivre la technique et en être esclave, au point même de créer des problèmes de santé publique? On a déjà vu ça dans d'autres circonstances. Ou au contraire, doit-on l'encadrer et fixer des règles qui soient à la fois des règles de droit et de protection sanitaire? On risque d'arriver à un scandale sanitaire un jour, mais ce sera trop tard. Le problème culturel que nous avons avec cette partie de la gauche va finir par devenir un problème politique. Voilà, Noël Mamère au micro de Véronique Reberotte. Fleur Pellerin. Alors, tout d'abord, le principe de précaution, c'est quelque chose qui s'applique dans des circonstances où un risque sanitaire est avéré et très sérieux. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a un rapport de l'OMS quand même qui est cité par Noël Mamère. Il y a un rapport de l'OMS qui dit que potentiellement, il pourrait y avoir un risque. Donc c'est vraiment il y a d'autres études, au conditionnel. Mais il n'y a pas de consensus aujourd'hui scientifique sur la question de la dangerosité ou de la nocivité des ondes électromagnétiques. Et moi, ce que j'ai voulu dire, je n'ai pas souhaité balayer ce débat, bien au contraire, puisque le gouvernement avait proposé un certain nombre d'amendements qui justement permettaient de continuer à travailler sur le sujet. Donc je veux juste rappeler que les normes de l'OMS aujourd'hui, elles sont respectées. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux maximum d'émissions qui sont fixés par l'OMS et la France respecte ces niveaux d'émissions. Donc voilà le principe de, pas de précaution, mais de prévention, je dirais. Ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est que ce projet de loi se focalise complètement sur la question des antennes relais. Or, aujourd'hui, on sait très bien que la question n'est pas celle des antennes relais en matière d'émissions, c'est celle des portables, des terminaux. Ça émet beaucoup plus. Et ça, c'est scientifique, pour le coup, quand vous mettez un appareil de mesure à proximité d'un téléphone portable ou quand vous le mettez dans la rue à une certaine distance, enfin une distance de piéton d'une antenne relais, vous avez un niveau d'émission qui est bien inférieur quand vous êtes près d'une antenne relais par rapport à celle que vous avez lorsque vous le collez au téléphone. Donc je pense que aujourd'hui le débat il doit plus se recentrer sur la question des terminaux que sur la question des antennes relais et objectivement les mesures qu'on peut faire aujourd'hui montrent bien qu'on est dans des seuils qui sont quand même très bas. Maintenant, la motion de renvoi en commission, encore une fois, c'était une initiative d'un député, de François Brottes, qui est le président de la commission des affaires économiques. C'est pas le gouvernement qui a fait renvoyer en commission. C'est un droit du Parlement. Ça ne signifie pas du tout que c'est la fin du débat, bien au contraire, puisque le gouvernement, j'étais la représentante du gouvernement au banc ce soir-là, s'est engagé à produire un rapport qui examinera les conséquences économiques et sociales de l'application éventuelle du principe de sobriété donc demandé par les écologistes dans les 5 mois qui viennent. Donc le débat n'est pas clos, il va se continuer, mais faisons-le sereinement, à froid et avec des choses documentées. Mais sur ce problème culturel qu'évoquait Noël Mamère entre les écologistes et le reste de la gauche, est-ce qu'il n'existe pas néanmoins? Non, je crois que c'est un cliché. On peut prendre l'exemple de Notre-Dame-des-Landes aussi, cette espèce de, je sais pas, ou du nucléaire, ou des gaz de schiste, où on sent quand même un inconfort du gouvernement sur ces questions. C'est pas un problème culturel, je pense qu'il y a une opposition de vues et qui doit donner lieu à un débat sur la question des antennes relais. Moi, je suis tout à fait ouverte à la discussion et d'ailleurs, j'ai proposé, c'est bien la raison pour laquelle j'ai proposé d'accentuer la politique de prévention du gouvernement
gouvernement en demandant aux ados de cesser de dormir avec leur téléphone sous l'oreiller, ou bien d'utiliser davantage le kit main libre ou le Bluetooth, encore mieux, qui réduit par 400 ou par 500 les émissions. Stéphane Nozès ne risquera pas la rupture d'anévrisme, il a le kit. Avec son kit, il réduit par 11 les émissions. Voilà, réduit par 11. Et j'assume parce que par ailleurs, je dois beaucoup à la recherche médicale pour ma propre santé. Mais la question qui était posée par Piétenu, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même chez certains écologistes un problème avec le rapport à l'avenir? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une partie de la société qui, n'arrivant pas à se projeter dans un avenir économique et social meilleur, restreint son champ de vision quant au rapport au progrès? Voilà, et ce sera, nous allons arriver au bout pour répondre à une question aussi importante. Vous avez 1 minute, Oula. Madame la ministre. Non, je pense qu'il faut réconcilier. Je pense que le progrès est tout à fait conciliable avec la protection de l'environnement, avec la protection de la santé publique, etc. Je crois qu'il faut juste centrer le débat. Et en l'espèce, sur les ondes, vous avez ça veut dire qu'il faut arrêter d'émettre la télévision, la radio. La radio, ça produit des ondes aussi. Donc il faut cesser les émissions de radio. Il faut arrêter de. C'est pas les mêmes fréquences. Oui, enfin, ça produit quand même des ondes. Donc je pense qu'il faut avoir ce débat puisque ça correspond à une inquiétude de nos concitoyens, de certains de nos concitoyens, une partie. Voilà, donc ayons le débat, mais de manière sereine, et ne travaillons pas sur des textes qui sont rédigés dans des termes qui ne sont pas juridiquement tenables.